Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer ce sixième webinaire de l'Observatoire Jeunesse Ardèche et du réseau Jeunesse Ardèche, qui est aujourd'hui consacré aux pratiques culturelles des jeunes. Les différents membres, des personnes qui vont se connecter au fur et à mesure, mais pour respecter le timing du webinaire, qui est sur un temps compact de 2 heures, on va, si vous en êtes d'accord, démarrer ce webinaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-nous d'indiquer avec Mélodie Roche, avec qui je co-anime ce webinaire, d'indiquer quelques éléments de contexte associés à ce temps que nous rejoignent. Je voudrais indiquer que ce webinaire s'inscrit dans le prolongement de webinaires précédents qui se sont tous consacrés aux problématiques des jeunes en ruralité et qui traduisent à la fois la volonté de l'Université Grenoble-Alpes de proposer des espaces et des temps d'échange partagés, de connaissances, d'expériences, d'échanges, ainsi que et le tour institutionnel associatif qui également s'intéresse aux problématiques de la jeunesse en Ardèche et plus largement sur les territoires ruraux. Ce webinaire est le premier webinaire de l'année, mais il fait partie d'une série de webinaires puisque nous organisons en général 1 à 3 webinaires par an pour permettre des échanges entre chercheurs, étudiants, acteurs institutionnels, acteurs culture que ce soit, pour partager, dialoguer autour de problématiques de jeunes en ruralité. Deuxième point, nous voudrions dire 2 mots sur la genèse de ce webinaire consacré aux problématiques des pratiques culturelles des jeunes en ruralité. Localement, en Ardèche, sujet a été le fruit d'échanges croisés entre des questions, des besoins de collectivités territoriales, le relais et le soutien d'acteurs institutionnels et la collaboration de différents acteurs du réseau Jeunesse Ardèche. Je souhaite la bienvenue au passage à Laure Féminino, qui est la nouvelle coordinatrice de ce réseau Jeunesse. Et je ne manque pas de souligner et remercier les institutions publiques ainsi que le département de l'Ardèche pour le citer de pouvoir organiser ces temps d'échange à l'heure de la réduction drastique de budget. Preuve en est que lorsque les acteurs, y compris institutionnels, souhaitent pouvoir promouvoir un certain nombre d'actions, il est encore possible d'envisager des temps de partage et d'échange. Au plan national, vous vous en souvenez peut-être, en 2024, pardon, le ministère de la Culture annonçait le déploiement d'un plan culture et ruralité ayant pour objectif, je cite, de susciter. En 2025, ce plan était reconduit avec une enveloppe de 40 millions d'euros autour de 4 axes: la valorisation des initiatives locales, le soutien des acteurs de proximité, la facilité des mobilités et des publics, et le développement d'une ingénierie culturelle adaptée. Vous imaginez bien que par les temps qui courent, s'il en est encore un objectif, ces éléments ont aiguisé notre envie de questionner de fait les pratiques, les formes, les lieux, les modalités de culture des jeunes dans les territoires ruraux avec les acteurs de la jeunesse. Nous n'avons pas la prétention aujourd'hui de serrer et de répondre à toutes les questions, mais quelques questions nous ont animés. Comment évoluent les pratiques culturelles des jeunes en ruralité? Quelles sont les aspirations des jeunes en matière de culture à l'heure du numérique? Est-ce que le numérique réduit les distances spatiales? Est-ce qu'il change quelque chose? Est-ce qu'il permet mieux d'accès à la culture ou différemment de l'accès à la culture? Quelles sont les organisations en place en matière de culture? Quelles sont les pratiques qui se font jour dans les petites villes, dans les territoires ruraux? Comment nos organisations sont questionnées par les jeunes?
Dans l'interface entre ces questionnements à l'échelle nationale et les ancrages locaux, nous avons souhaité aujourd'hui essayer de relever le défi de la complémentarité de points de vue, à la fois en mobilisant l'expertise de chercheurs qui travaillent sur ces questions de pratiques culturelles sur les territoires, au travers notamment l'intervention d'Aurélien Jacquan, qui est sociologue, et Mariette Sibertin-Blanc, géographe spécialiste de l'aménagement des territoires, qui interviendront successivement tout à l'heure, et ce, en complémentarité de l'apport d'un regard de praticien, en l'espèce Pierre Tabardel, directeur d'ici quelques minutes. Je cède la parole à Mélodie Roche qui va nous indiquer les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce webinaire. À toutes et à tous, bon webinaire. Merci Emmanuel. Donc effectivement, pour engager cet échange sur les pratiques culturelles des jeunes, je vais vous expliquer un petit peu. Le webinaire est enregistré. Donc pour ceux qui ne souhaitent pas que leur visage soit dans l'enregistrement, n'hésitez pas à couper vos caméras. Et puis de manière générale, et comme couper les micros, cet enregistrement va faire l'objet d'un petit montage, on va dire, de façade, hein, et sera diffusé sur le site de l'Observatoire de la jeunesse Ardèche. Nous vous ferons un mail une fois qu'il sera mis en ligne à tous les inscrits du webinaire. On va dire que ça sera courant du mois d'octobre. Enfin, pour les 2 prochaines heures, nous avons défini un ordre pour les interventions. Donc, nous allons accueillir dans un premier temps Aurélien Jacquoine, donc, qui est sociologue, enseignant-chercheur à l'Université de Paris-Nanterre, qui se présentera un petit peu plus, hein, à qui nous avons demandé de nous donner son point de vue sur ses travaux et sur les aspirations culturelles des jeunes et leurs évolutions. Et Aurélien, tu vas disposer à peu près d'une vingtaine de minutes pour déplier ton point de vue, l'expertise, et puis après, on vous proposera une éventuelle série de questions. Pour tout ce qui est intervention et questions, on vous propose, et ça sera cela pour les 3 intervenants, de les mettre dans le chat. Vu que vous êtes assez nombreux, ça va nous permettre un petit peu de régler, peut-être de les condenser et de faire un petit peu de modération. Ensuite, nous allons accueillir Mariette Sibertin-Blanc, donc, qui est professeure des du laboratoire du Centre interdisciplinaire des études urbaines, mais qui travaille aussi sur les ruralités, ou en tout cas sur les petites villes, et à qui on a demandé son point de vue sur ses travaux, et notamment dans le cadre d'un programme national qui s'appelle Pot-dessus Territoire, où elle a travaillé sur des questions de culture et jeunesse, et dans une petite ville qui a d'ailleurs fait récemment l'objet d'un ouvrage. Donc, même fonctionnement, une vingtaine de minutes, suivi de questions à travers le chat. Enfin, vous savez maintenant, c'est le 6e webinaire. On a l'habitude de confronter les regards et de travailler sur leur complicité. Pierre Tarbardel, qui est directeur de la SMAC de l'Ardèche, la scène des musiques actuelles, et qui a bien voulu donc répondre favorablement à notre sollicitation et nous apporter son point de vue et son regard sur la prise en compte des jeunes dans la fabrique culturelle en Ardèche. Et pareil, plein de questions-réponses dans le chat. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu favorablement à notre demande. Merci à tous de vous être inscrits nombreux à ce webinaire. On va laisser la place à nos interlocuteurs. On va essayer de respecter les temps de parole dans tous les comme nous nous sommes engagés. Puis les échanges pourront se poursuivre après dans d'autres cadres, évidemment, si vous le désirez. Donc, Aurélien, si vous le voulez bien, c'est à vous. Ok, super. Bah écoutez, bonjour à toutes et tous et merci pour cette invitation. Moi, je suis vraiment ravi de participer à ce webinaire. Alors, je vais commencer par partager mon... Non, ça va pas le faire. Il faut que je partage mon PowerPoint. Voilà. Ici, c'est bon. Est-ce que ça va fonctionner? Hop, et là, tout à l'heure, ça marchait. Donc là, voilà. Parfait. Donc, je vais lancer la présentation quand il veut. Parce que moi, j'ai perdu Oui, l'écran. également. Ah, vous l'avez pu? Non, Non, Mince alors. je propose de on a essayé juste avant, ça marche Il y a deux super secondes, bien. ça marchait, maintenant ça marche plus. Ben, c'est toujours comme ça. C'est On va toujours comme ça. Ah là là, puis ça, je le vois plus. Non, on va annuler. on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. Voilà, un petit peu de Pas de patience, souci. s'il vous plaît. Juste Voilà. un Alors plein là, il va écran. pas. Non, Ouais, là, ça c'est se- pas bon. On va recommencer. Là.
Et là, partager. on Là, vous voit voyez quelque le chose ou pas? diaporama avec les Ouais, images ouais, qui se suivent. je, Non plus. voilà. Non, en Et fait, je là, pense que quand tu passes en ah, mode diaporama, on perd le bien. partage d'écran. C'est dommage, vous Oui, avez, Oui, c'est ça marche bien. parfait. parfait. Et là, Bravo. Très bien, je merci bouge Aurélien. plus. Je bouge pas trop débordé, 10h14, donc voilà, une vingtaine de minutes. Bon, écoutez, bah, merci encore une fois pour l'invitation. Donc, du coup, je passe un peu pour récupérer le temps sur ma présentation. Vous avez dit l'essentiel. Moi, je suis donc spécialiste des questions culturelles au sens large. On va dire le cœur de mon travail, c'est d'essayer justement de comprendre comment les pratiques culturelles, ça se crée, ça se transmet, ça évolue tout au long de la vie, ça se transforme. Donc, voilà, on est un petit peu au cœur de mes questionnements aujourd'hui en faisant ce focus sur la jeunesse. Donc, j'ai beaucoup travaillé aussi sur les publics de la culture, la question des festivals, beaucoup. Et puis aussi, j'en parlais tout à l'heure quand on préparait ce webinaire sur la question des enseignements artistiques qui sont pas totalement liés, enfin, qui sont pas totalement étrangers aux questions qu'on se pose ou que vous avez souhaité poser dans ce webinaire, même si malheureusement, j'aurais pas le temps de développer. Mais ça pose ou ça réinterroge un certain nombre d'enjeux et de questions à la fois des politiques publiques et du positionnement des acteurs. Donc, voilà. Donc, en gros, les questions que je voudrais toutes les aborder, mais si vous voulez, ce qui m'a motivé dans l'organisation de cette présentation, c'est deux choses. La première chose, c'est d'essayer de comprendre, en tout cas quand on essaye de s'intéresser aux pratiques culturelles des jeunes générations, c'est de comprendre l'articulel au sens institutionnel du terme, ou qu'est-ce que les gens font, les jeunes font, combien de fois ils vont au festival, combien de fois ils vont voir des concerts, etc. Donc une approche centrée sur les consommations culturelles, pour le dire vite, et puis ce qui relève des pratiques communicationnelles. C'est-à-dire que c'est très probablement ce qui est une espèce d'invariant anthropologique de la jeunesse, c'est comment les pratiques culturelles, comment les goûts culturels, mais c'est très large, ça peut aller de la musique jusqu'aux vêtements, passant par les lectures, les sorties, etc., etc., sont aussi des vecteurs à la fois identitaires, mais de communication avec les autres groupes auxquels les jeunes appartiennent et dans lesquels, les différents groupes dans lesquels ils évoluent. Donc le lien entre pratiques culturelles et pratiques de communication, on pourrait dire, est essentiel. Et le deuxième point, c'est évidemment, quand on est sociologue, on s'intéresse à la question de ce qu'on appelle les formes de socialisation, c'est-à-dire en gros comment la culture elle arrive chez les individus et quelles sont les instances de socialisation qui permettent l'émergence. Les deux principales instances de socialisation culturelle étaient et sont toujours, hein, d'une certaine manière, l'école et la famille. Et évidemment, on va dire l'évolution à la fois de la société d'une part, mais des modes de contact, hein, des jeunes générations avec les objets culturels au sens très large fait évoluer ces rapports à ces instances de socialisation. Donc en gros, voilà comment va s'organiser ma présentation aujourd'hui, un peu, pas une cinquantaine d'années, et puis finalement la spécificité de l'accès à la culture et des pratiques culturelles des jeunes aujourd'hui. Voilà ce que je vais essayer de décrire rapidement. Alors, il faut commencer par la socialisation, c'est évidemment la famille. Et on va dire qu'on a observé entre les années 70 et aujourd'hui l'instauration de nouvelles normes familiales que les spécialistes de la famille qualifient comme ça, on passe de l'autorité au contrat. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, en gros, voilà, le modèle familial des années 50 et des années 60, c'est, pour le dire de manière triviale, hein, un modèle patriarcal, on obéit au chef de famille, et puis c'est l'autorité finalement, hein, obéir à leurs parents, c'est ce qui est attendu d'eux, et on estime que la société va bien quand les enfants obéissent à leurs parents. Bref. Et puis, il va y avoir les événements de 68, notamment. Il va y avoir un certain nombre d'évolutions sociales qui vont faire que les enfants de 68, qui ont été élevés dans ce modèle-là, vont avoir à cœur, notamment, de construire un nouveau modèle familial basé sur une forme d'horizontalité des relations entre les parents et les enfants, et qui va être vers ce qu'on appelle la famille contractuelle, où en fait on définit un cadre d'action collective où chacun peut évoluer à l'intérieur de ce cadre. C'est ce que
l'anthropologue Anthony Giddens avait appelé la démocratisation de la sphère privée. La famille, c'est plus le lieu de l'expression de l'autorité parentale, mais bien un espace où on cohabite, on apprend à vivre ensemble. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de travaux qui montrent l'évolution des attentes de la part déhiscente, dont je parlais tout à l'heure, à l'indépendance. Ce que l'on attend aujourd'hui des enfants, c'est l'autonomie, l'indépendance, bien plus que l'obéissance. Donc, si vous voulez, ça a transformé le rapport à la famille. Si les enfants des années 60 et 70 n'avaient qu'une seule envie la plupart du temps, notamment dans les milieux populaires, c'était partir de chez eux pour voilà, s'autonomiser, eh bien aujourd'hui la famille devient une valeur sûre, d'une certaine manière, où on peut négocier à la fois ses propres pratiques, sa place, et où les enfants ont tendance à rester de plus en plus longtemps. Donc l'autre phénomène, l'autre mutation majeure, c'est la démocratisation de l'accès à la scolarité. Là, donc, qui se concrétise, on va dire, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, par un allongement de la scolarité dans tous les milieux sociaux. On réinvente le contrat, on va dire le contrat social, le contrat moral de ce qu'est l'école, lié à un autre phénomène dont j'ai pas parlé, mais qui est très important, on passe d'une société, on le rappelle vite parce que c'est un vieux souvenir, de la société du plein emploi dans les années 60 jusqu'à une société qui va connaître un chômage de masse, endémique, régulier, qui fait partie aujourd'hui on va dire, du paysage de la vie quotidienne d'une certaine manière. Et donc on réinvente une promesse de l'école. L'école, c'est un avenir meilleur. Si vous allez à l'école, vous allez avoir des diplômes et du coup, d'une certaine manière, vous aurez plus de chances, vous allez optimiser votre réussite professionnelle. On le dira vite. Et donc, effectivement, ça fait d'élèves, puisqu'on passe comme ça en l'espace à peine une dizaine d'années, 60%, 58% des enfants d'ouvriers qui vont jusqu'en troisième en 1980, après de 80, 91, et on est quasiment aujourd'hui à 98% des enfants d'ouvriers qui restent dans le système scolaire. Du coup, eh bien, effectivement, les études accompagnent les enfants jusqu'à la majorité légale. Et ça, c'est un phénomène, effectivement, qui est très, très important dans le rapport à la socialisation globale. Ce phénomène-là, il va permettre aussi, c'est important de le dire, parce que le rôle différentiel des genres et des filles est intéressant à noter ici, va permettre une forme de rattrapage, finalement, des filles grâce à l'accès à l'université, à l'école et puis à l'université, qui va inverser un peu les normes de la société des années 60 où c'était majoritaire et à l'université, et puis ça va se renverser par aussi le fait de l'entrée des femmes dans le marché du travail. Bref, les femmes jouent, alors ça c'est un peu le paradoxe d'une certaine manière, c'est que les femmes font leur entrée en force dans le marché du travail, mais elles continuent à être, et aujourd'hui encore, les principaux relais, les principales, on va dire, pressions que les femmes jouent toujours un rôle essentiel dans la socialisation des enfants, dans l'accompagnement des enfants à travers leurs études. Et du coup, voilà, elles ont ce rôle toujours très, très important dans l'accès à la culture, la rencontre avec les objets culturels. J'y reviendrai. Alors, euh, on a aussi, on va dire, à côté de tout ça, la culture jeune, je ne sais pas si ça existe, si on peut le définir au singulier, mais il y a des formes culturelles qui évoluent et qui sont associées, ou qui sont celles de la jeunesse et qui se transforment au fil des années, au fil des générations. Ce qui est important, c'est de voir qu'effectivement, on va passer progressivement à des institutions qui gèrent ces transmissions culturelles, notamment le rôle de l'école, vers plutôt horizontal ou entre pairs. En réalité, ça a plus ou moins toujours existé, le fait qu'on se socialise notamment à la musique et à la culture avec ses amis, pour le dire de manière très triviale, ça a toujours existé, mais on va dire que progressivement, d'une certaine manière, occupe de plus en plus d'importance. Du coup, le rôle de la famille va aussi beaucoup s'ouvrir par rapport à cette diversité. Progressivement, l'acceptation qu'au sein de la famille, on peut avoir des pratiques culturelles différentes. J'y reviendrai dans un instant, notamment en montrant tout à l'heure, à travers les travaux d'un collègue, le rôle très particulier que joue la chambre des adolescents aujourd'hui dans l'affichage, l'affirmation d'un certain nombre de pratiques culturelles et l'affichage, c'est un peu vite, mais
pour montrer aussi comme ça qu'on va passer très progressivement d'une culture de la contestation dans les années 60 notamment, hein, contestation de l'ordre établi, contestation de l'autorité parentale et familiale, vers aujourd'hui presque d'une certaine manière, alors une forme d'autonomisation viendrait, mais aussi le fait que les jeunes font l'objet de ciblage, on va dire, plus précis de la part des industries culturelles notamment, et donc deviennent des publics institutionnels d'une certaine manière de la culture. Alors, quelques chiffres pour éclairer mon propos, je donnerai comme ça un certain nombre de pistes. J'irai vite, mais vous pourrez après récupérer les données si vous le souhaitez. Mais on le voit notamment à travers, on va dire, voilà, l'événement des radios commerciales qui vont cibler en particulier la jeunesse, hein, ce qui fait qu'il va y avoir comme ça des espaces médiatiques dédiés à la jeunesse et à l'expression de cette jeunesse et des goûts de cette jeunesse-là. Bon, la presse magazine, en réalité, a toujours ciblé la jeunesse depuis le début du XXe siècle, mais on voit comme ça que la spécialisation des titres de presse dédiés à la jeunesse vont exploser à partir des années 80, où, voilà, qui réinvente d'une certaine manière le rapport, le jeu vidéo. Alors, le jeu vidéo qui a été, on va dire, au début des années 80-90, vraiment spécifique sans que c'est une pratique qui se prolonge aujourd'hui tout au long de la vie. C'est-à-dire que avant, quand on faisait du jeu vidéo, quand on rencontrait le jeu vidéo, c'était souvent dans l'espace, on va dire, des pairs, hein, des amis, et de plus en plus, ça se passe maintenant dans la famille où les parents sont prescripteurs des jeux vidéo de leurs enfants. Donc on voit que c'est une expérience qui se prolonge. Et puis enfin, j'en dirai un mot aussi tout à l'heure, la question du téléphone portable qui devient un instrument à la fois de communication, mais c'est 82% des 12-17 ans qui ont un téléphone portable et bien entendu 100% des 18-24 ans. Voilà, vous savez probablement quel est l'âge moyen aujourd'hui de l'acquisition d'un téléphone portable, c'est 10 ans, entre 10 et 11 ans, ça marque en réalité l'entrée au collège. J'en reparlerai tout à l'heure parce que c'est important dans la téléphone portable. C'est aussi un outil d'intégration sociale, c'est-à-dire c'est un outil qui permet d'être en lien avec les autres pairs, d'être en lien avec sa famille, et donc c'est cet espace de terminal un peu polyvalent qui permet de la culture, qui permet du lien et qui illustre bien cette ambivalence des pratiques culturelles et des pratiques de communication. Les réseaux sociaux aussi, j'y reviendrai dans un instant. Alors, quelques données un peu globales. On a souvent tendance, les jeunes sortent moins. Alors, si on raisonne à partir des enquêtes nationales sur les pratiques culturelles des Français, on voit bien que, voilà, par exemple, certaines pratiques, certaines sorties sont vraiment emblématiques de la jeunesse. Le cinéma, hein, puisque c'est 84% des 12-24 ans qui fréquentent, même si ce sont des chiffres qui sont beaucoup plus faibles, mais en gros, c'est 20% des Français de plus de 15 ans qui vont au moins dans un festival. Et on est à plutôt 27-28% sur les plus jeunes. Et on voit très bien que c'est typique de la jeunesse. Donc évidemment, alors derrière ce portrait un peu général, se masque évidemment des inégalités sociales qui restent très fortes, puisque nous ne vont dans ces équipements culturels la plupart du temps que des enfants issus des classes favorisées notamment, enfin en plus grande partie que les milieux populaires, et des inégalités territoriales, puisque c'est aussi le sujet de ce webinaire, hein, qui viennent d'une certaine manière redoubler et amplifier ces inégalités-là. Alors, sur, on va dire, les transformations liées à l'évolution des instances de socialisation traditionnelles. Donc la famille, aujourd'hui, on peut l'appeler d'une certaine manière un peu l'espace de la cohabitation culturelle. Il y a un bouquin qui est très intéressant, qui est celui d'Hervé Guévarec, qui s'appelle La chambre à coucher, hein, qui montre bien comment, aujourd'hui, la chambre d'un adolescent, une espèce d'univers technologique à l'intérieur duquel on peut trouver, selon les milieux sociaux et selon les familles, des téléviseurs, des postes de radio, des ordinateurs, évidemment des téléphones portables, etc., etc. La chambre à coucher devient la personnification de l'enfant. C'est un peu son espace où il va affirmer ses goûts, voilà, il va pouvoir écouter sa musique, etc., 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 travailler, etc. Donc on a une espèce d'équipement croissant et massif, hein, des adolescents.
évidemment qui ne masque pas des inégalités sociales par ailleurs, puisqu'on voit très en fonction des milieux sociaux. Les catégories supérieures vont davantage équiper les enfants d'ordinateurs portables, par exemple, tandis que les catégories populaires vont favoriser le fait d'avoir un téléviseur dans la chambre. Donc ça, c'est intéressant parce que au sein même de la famille, hein, d'une certaine manière, chacun peut avoir un peu ses propres pratiques culturelles. Et puis l'autre point qui est important, et là qui est lié aussi et ça, c'est quelque chose qui bouleverse les modes de socialisation familiale et aussi les modes d'éducation. C'est-à-dire que hein, les plus âgés d'entre vous, hein, vous pouvez d'entre nous, je me mets dedans évidemment, hein, vous vous rappelez les stratégies que vous deviez déployer pour accéder à un téléphone, à l'époque qui n'était pas portable, évidemment, pour pouvoir appeler vos camarades sans vous faire écouter ou observer par vos parents. Hein. Donc voilà, pour pouvoir passer un coup de fil discrètement. Donc aujourd'hui, cette autonomisation hein, voulue par l'éducation familiale ou par une partie de l'éducation familiale, elle est aujourd'hui exacerbée par la question du téléphone portable, tant et si bien que les parents n'ont plus aucune prise sur l'environnement relationnel extérieur de leurs enfants. Et ça, c'est important puisque c'est aujourd'hui, ça nous intéresse. Ah, donc voilà, il y a ce phénomène qui fait que, bah, évidemment, ça pose des questions. Les ados qui s'enferment dans leur chambre. Alors, j'ouvre pas les sujets, mais il y a plein d'autres sujets qui sont liés à ça, sur aussi parfois révélateurs d'une forme de mal-être. Bon, bref. Donc, il y a plein de questions qui se posent, mais voilà, le sujet, d'une certaine manière, c'est l'autre vis-à-vis des socialisations culturelles et des pratiques culturelles. L'autre paradoxe, ou la manière dont ça se déplace, si vous voulez, c'est l'école qui va devenir plutôt, alors ce qu'on pourrait appeler à la suite institutionnelle de l'école connaît une crise avec des référents culturels qui viennent d'autres espaces, d'autres sphères et qui sont un peu confrontés, opposés au programme institutionnel. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est le nouveau lieu du conflit culturel? On le voit quand on analyse hein, d'une certaine manière ce qui se passe, je pense notamment aux travaux de Dominique Pasquier, dont je reparlerai tout à l'heure, hein, mais les relations entre les groupes de pairs, la capacité, une forme d'uniformisation, hein, l'injonction à écouter les références musicales, etc., etc. Et puis un modèle, on va dire, de l'école, même s'il évolue, fort heureusement, hein, mais qui, voilà, avec cette idée qu'au fond, voilà, le modèle cartésien de l'apprentissage, voilà, on apprend, on a des référents culturels, voilà, qu'il faut intégrer impérativement, etc., etc. Ce modèle-là, hein, qu'on a pu appeler le modèle de la culture humaniste, il est effectivement en crise d'une certaine manière, parce qu'il est lié aussi à un autre phénomène qui est celui de la perte symbolique du livre comme espace d'accès à un dictionnaire. Aujourd'hui, on appelle Google. Et ça, c'est très important dans la manière de se dire, et d'autant plus avec l'arrivée des intelligences artificielles. Hein, aujourd'hui, quand je veux avoir des connaissances, des savoirs, ou même des avis, à qui je demande et qui je sollicite. Et c'est très important de se dire que on est encore dans un système où le savoir enfin, s'élabore et s'évalue d'une certaine manière dans une logique de production de texte, de production de l'écrit, de production du livre, et d'autres sur Internet et dans le numérique. Et donc, du coup, ça produit voilà, des phénomènes de diversité culturelle, de diversité des références, de diversité aussi des autorités, de la production de valeur. J'y reviendrai dans un instant en parlant, par exemple, des influenceurs sur Internet, sur YouTube, et des effets de prescription liés notamment à Internet. L'autre point qui est important, c'était celui culturel, la musique, le vêtement, notamment, est un instrument pour dialoguer avec les autres, pour aussi être intégré ou s'intégrer avec les autres. Hein. François Dubé le dit très bien, pour être soi, il faut d'abord être un peu comme les autres. Hein. C'est aussi une forme de conformisme ou de radicalisation des appartenances. Hein. Voilà, finalement, l'adolescent cherche le lycée et il doit montrer hein, qu'il est aussi comme les autres, qu'il partage un certain nombre de goûts, pas forcément les goûts de tout le monde, mais les goûts
vous des groupes qu'il souhaite intégrer ou avec lesquels il se sent notamment en affinité. Et donc, ça, c'est le premier point, c'est ce que Laurence Allard nomme le fait qu'on passe d'une espèce de mutation anthropologique à une vision de la culture comme un bien à acquérir ou à consommer, à une culture comme bien avec les autres. Alors, donc, du coup, ces relations entre pairs aujourd'hui sont exacerbées. On le voit bien à travers les réseaux sociaux. Je parlais tout à l'heure des travaux de Dominique Pasquier, hein, qui, à travers une série d'ouvrages, La culture des sentiments, a montré, hein, en fait, c'est les pressions voilà, que subissent d'une certaine manière les enfants scolarisés vis-à-vis de leur père. On voit aussi comment le numérique favorise d'une certaine manière une quantification des amitiés, une quantification aussi, voilà, il faut avoir un certain nombre de suiveurs, de followers, un certain nombre d'amis ou d'abonnés sur les plateformes et les réseaux sociaux, une quantification des affects aussi d'une certaine manière, hein, mettre des cœurs ou avoir échanger des flammes sur de la démonstration des émotions et des affects qui aujourd'hui largement encadrés, enfin pas cadrés d'une certaine, mais conditionnés à l'utilisation notamment des réseaux sociaux et des sociabilités entre pairs. Mais c'est aussi à travers tous ces outils-là, hein, que transitent des objets culturels, des formes culturelles, et que les enfants vont découvrir de nouveaux objets et de nouvelles formes culturelles. Donc ça, c'est important. Capacité à élargir, on va dire, le spectre des référents culturels des adolescents et à proposer, hein, des espaces à la fois de force des liens faibles, d'une certaine manière, c'est-à-dire que ce sont les réseaux interpersonnels, les amis, les copains, etc., qui sont aujourd'hui les premiers prescripteurs des pratiques culturelles. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les inégalités culturelles sont effacées, bien au contraire, hein. On voit sur les problématiques, par exemple, liées au harcèlement scolaire, via la question des réseaux sociaux, qu'en fonction du contexte familial, l'usage des nouvelles technologies du téléphone portable, eh bien, voilà, que c'est un amplificateur, hein, d'une certaine manière, de ces phénomènes-là. Alors, se pose la question du nouveau rapport, d'une certaine manière, à ce qu'est culture et surtout ce qui fait culture chez les jeunes. C'est important, c'est intéressant parce que, voilà, peut-être les politiques culturelles sont encore, d'une certaine manière, dans des modalités d'action, hein, qui sont parfois relativement descendants, avec cette idée que ce sont les institutions culturelles qui sont détenteurs de ce que serait, entre guillemets, une bonne culture. Et les référents culturels aujourd'hui qui sont, voilà, qui ciblent certaines frontières, la fiction, l'autofiction, la culture, le divertissement, le réel, le virtuel, sont des frontières qui progressivement voilà, enfin, comment dirais-je, non pas s'annulent, mais voilà, disparaissent à, à identifier. Et du coup, apparaît de nouveaux prescripteurs, d'une certaine manière, de nouvelles formes, on pourrait appeler de labellisation ou de légitimation des objets culturels. Je parlais tout à l'heure, hein, je disais les leaders d'opinion, les influenceurs, qui ont cette particularité de se présenter comme des usagers. En gros, ce sont des autres moi, pour le dire autrement, qui me recommandent tel ou tel produit et qui me font partager leur expérience. C'est à la fois les... Vous avez sur YouTube tous ces acteurs, hein, qui participent eux aussi à créer une forme de valeur culturelle et à produire, hein, de la valeur. Alors, ça ne veut pas dire que faut sortir du manichéisme en se disant, bon, alors les jeunes générations seraient totalement aujourd'hui absorbées par d'accès à l'information et seraient victimes des réseaux sociaux. Non, pas du tout. Les grandes enquêtes nationales sur les pratiques culturelles montrent que cette diversification des sources amène de plus en plus les jeunes générations, évidemment, à ne pas croire d'une certaine manière tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, et à ne pas prendre pour argent comptant ce qui est raconté sur les réseaux sociaux, mais bien de plus en plus à confronter les informations, à utiliser parfois des médias plus traditionnels qu'ils apprennent parfois à leurs dépens, hein, voilà, qu'ils ont vu ou entendu des contenus qui n'étaient pas soit appropriés ou soit qui étaient carrément faux. Donc voilà, il y a aussi ce travail progressivement, cette socialisation à la qualité de l'information.
Le dernier point, enfin l'avant-dernier point, c'est la question importante parce que voilà, les formes culturelles aujourd'hui, alors aujourd'hui, en réalité, tout ça n'est pas nouveau, sauf que ça rééquilibre les espaces, on va dire, internationaux autrement. Hein. Dans les années 60-70, c'était la culture anglo-saxonne, c'était les États-Unis, c'était les grandes figures musicales, pop, rock, qui ont bercé une partie de la jeunesse des années 60 et des années 50 en réalité. Aujourd'hui, évidemment, les référents culturels se tournent plutôt vers l'Asie, vers l'Afrique. On voit comme ça qu'il y a une consommation de ces produits culturels qui viennent d'autres continents et qui, à travers la culture japonaise, à travers la culture coréenne notamment, hein, font émerger à la fois de nouveaux artistes, mais aussi de nouveaux référents culturels. Bien entendu, les industries culturelles et numériques participent. Mais aujourd'hui, ça rentre en ligne de compte dans ce que sont les référents culturels des jeunes et, encore une fois, dans la manière d'être en lien avec les autres, parce que ça fait partie aussi, ce sont des supports, les mangas, les séries télé, les romances, sont des supports hein, aux relations des jeunes entre eux. Alors, là encore, quelques chiffres. Donc, la question du téléphone portable, je disais tout à l'heure, hein, là, effectivement, on voit l'importance et la question aujourd'hui de l'actualité hein, sur le contrôle ou la capacité finalement à limiter d'une certaine manière l'usage du téléphone portable. Hein. C'est un tiers des collégiens passent plus d'une heure sur le téléphone après le dîner. 90% des 12-17 ans possèdent un téléphone portable. Encore certains l'utilisent la nuit. L'explosion, hein, d'une certaine manière, de ces communications qui, comme je le disais tout à l'heure, en fait, permettent aux enfants de continuer à être en relation avec leurs amis, leur groupe d'amis. On peut parler maintenant d'une espèce de continuum relationnel hein, entre l'intérieur et l'extérieur de la vie domestique et de ce qui se passe dans le cercle de la famille. Alors, peut-être une approche un peu plus analytique pour table. J'en reviens à la question des stratégies éducatives, d'une part, mais aussi des enjeux liés à ces outils-là. L'enjeu, évidemment, c'est de rester connecté à soi, mais aussi surtout aux autres. Il y a, évidemment, comme je disais tout à l'heure, hein, cet outil participe à l'autonomie relationnelle, je l'ai dit, hein, mesure des amitiés, etc., etc. Est une espèce de normalisation, de relations normées. Hein. On va montrer ses affects, comme je disais tout à l'heure, pas toujours ceux que l'on n'aime pas, hein. On aime ou on s'abstient dans certains cas. Et puis par rapport à ça, évidemment, l'ambivalence, la plupart du temps, l'arrivée du téléphone portable chez les enfants, c'est l'arrivée au collège, parce que c'est aussi pour les parents une espèce de rassurance, hein, se dire qu'au fond, voilà, il sort de la maison, le gamin, il va prendre le bus, il s'autonomise dans son rapport à l'espace public, dans ses déplacements. Si ceux qui ont des adolescents ont peut-être essayé de leur passer des coups de fil, hein, les adolescents n'utilisent pas le téléphone portable pour passer des coups de fil ou pour téléphoner ou à leurs amis, mais pas beaucoup à leurs parents, et effectivement, ne sont pas toujours joignables. Mais il y a ce côté-là, voilà, de se rassurer, hein, finalement, par rapport à ça, même si évidemment, du coup, émerge, et du coup, la capacité des parents à accompagner, à prescrire, à contrôler les contenus et même les temps hein, consacrés aux écrans sont aujourd'hui des enjeux de première importance, avec des problématiques nouvelles. Je parlais du harcèlement, de l'exposition à la pornographie, par exemple, hein, mais qui sont des problématiques évidemment plus fortes aujourd'hui avec les outils numériques. Donc, voilà, ce qui est important aussi, c'est que voilà, qu'on a beaucoup, enfin, qui a beaucoup été diffusé. Hein, voilà, on ne doit pas oublier, comme je disais à l'instant, hein, la force des inégalités sociales qui demeurent. Voilà, c'est pas parce qu'ils sont nés avec des instruments de communication et des outils numériques qu'ils sont forts, qu'ils savent forcément s'en servir. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, où la plupart du temps les enfants apprennent à utiliser ces outils, qui sont des outils d'accès à la culture aujourd'hui, eh bien, ils les apprennent dans l'entre-soi, entre eux, et parfois aussi. Donc, voilà, il y a des nouveaux, on va dire, des nouveaux vecteurs ou sujets d'éducation, hein, gérer son identité en ligne, limiter son temps d'écran aujourd'hui, qui font partie, là aussi, d'une approche plus globale des fractures qui existent et qui sont les enjeux. Alors,
Pour aller vers une forme de conclusion, ce qui est important aussi à travers ces outils numériques et à travers les téléphones portables voilà, comme déficitaires, mais il faut aussi imaginer que les jeunes, notamment avec le téléphone portable, développent des nouveaux savoir-faire et des nouvelles compétences. Le fait de prendre des photos, de se montrer, de savoir qu'il y a des photos qu'il ne faut pas montrer, même si parfois ils le font à leur dépens, d'utiliser les réseaux sociaux, de savoir se filmer, etc., etc., qu'on retrouve aujourd'hui hein, dans d'autres univers, dans les mondes professionnels. Hein. Gérer son identité en ligne, c'est de plus en plus une injonction que la plupart de la jeunesse, hein, c'est une problématique transversale. Bref. Pour aller vers une forme de conclusion, je crois que j'ai dépassé un peu mon temps, je vous prie de m'excuser, mais on peut constater qu'il y a on va dire trois ou peut-être même quatre espaces de mutation majeurs. On passe évidemment des institutions prescriptives, l'école, la famille, au réseau, aux sociabilités. C'est le même sens qu'on passe des pères qui savaient, qui étaient détenteurs d'un savoir, aux pères et hier, qui sont les autres moi ou les autres moi-même d'une certaine manière, qui transmettent, qui véhiculent des contenus culturels. Et puis se passe la question aussi, évalue, puisque tout un chacun, d'une certaine manière, peut devenir prescripteur d'un autre. On devient une espèce d'usager expert qui va devenir prescripteur fort. Alors, je m'arrête sur cette phrase, ou sur ces deux phrases de Sylvie Octobre qui me semble être illustrée, on va dire, voilà, ces compétences dont je parlais tout à l'heure, hein, qui sont aussi des savoir-faire que les jeunes acquièrent par le jeu, par l'écoute, par la transformation, et qui affectent la façon dont ils participent au processus éducatif, politique et civique, et aussi du sens chez les jeunes générations, nous dit Sylvie Octobre. Je pense que c'est intéressant de réfléchir à ça, parce qu'il faut que les jeunes pensent à ce qu'ils apportent au contenu, à la manière dont ils peuvent l'enrichir, et enrichir aussi l'expérience des autres. Donc il y a cette idée de penser, mais aussi voilà, sur être acteur d'une certaine manière. C'est pour ça que les pratiques culturelles des jeunes, ou la manière dont les jeunes se socialisent à la culture aujourd'hui, invitent hein, d'une certaine manière à réfléchir d'une certaine manière, comment on faisait ou on fait des politiques culturelles jusqu'ici, hein, une offre descendante à destination de la jeunesse, ou est-ce qu'on réfléchit à la manière dont on les intègre, dont on travaille avec eux à la construction et élaboration de contenu. Voilà, je m'arrête. Merci pour Merci votre Aurélien. attention. Merci beaucoup, Aurélien. Je vais me faire l'écho du chat où il y a une observation et deux questions et une troisième question qui arrive. On va peut-être faire assez vite, on n'est pas en avance. Euh, donc, une première observation était sur le fait que même dans les années 70, il y avait déjà des majorités ou autres. Il y avait déjà les punks dans les lycées, les skins, etc. Et que voilà, c'était une évolution de cette époque aussi. Deux questions pour démarrer. Donc, une première sur l'influence et la conséquence de Twitch et YouTube sur les pratiques culturelles. Est-ce que, voilà, en prenant en exemple le GP Explorer qui a eu lieu ce week-end, voilà, qui a aussi été l'occasion de concert, qui peut toucher un public plus jeune. Donc, est-ce que, voilà, tu aurais une réponse là-dessus? Et une deuxième question sur les hiérarchies culturelles, au sens bourdieusien du terme. Voilà, qui questionnait plutôt si voilà, pas finalement, il n'y avait pas une conservation quand même d'une forme de monopole du bon goût des classes Ouais, dominantes. ouais. Alors, Euh, j'essaie de faire vite. Oui, D'accord. Aurélien, Euh, alors, ouais. on se permettra d'éventuelles questions complémentaires à la fin pour permettre à chacun Ok, des ben intervenants d'avoir merci, une parole merci pour égale. ces questions. C'est pas Merci nouveau. Aurélien. Tout ce que j'ai écrit, c'est pas nouveau, évidemment, sur la question des appartenances et de la construction des identités de la jeunesse. Et évidemment, sauf que ça prend une ampleur considérable aujourd'hui avec le numérique. C'est très important. Et dans la remise en cause aussi des institutions ou des instances de socialisation traditionnelles dont je parlais tout à l'heure. Donc effectivement, tout ça n'est pas nouveau. Vous avez tout à fait raison de le dire. Ce qui est nouveau, c'est le caractère massif de ces phénomènes-là.
La question des plateformes, alors, moi, j'ai pas de données actualisées et précises pour savoir si on est sur des épiphénomènes ou sur, comment dirais-je, voilà, le développement de nouveaux comportements. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'on est dans une forme d'événementialisation aussi liée aux plateformes numériques et qui participent à faire consacrer des intérêts très forts, convergents de manière massive voilà, autour d'événements. Ça peut être des jeux, ça peut être aussi des concerts. Ce qui est enfin, ce qui est vrai, ce qui est probable, en tout cas pas d'être péremptoire et affirmatif, mais c'est le lien entre le virtuel et le réel. C'est-à-dire que le virtuel, les réseaux sociaux, les événements sur YouTube, ce qui se passe sur les plateformes, par exemple, de jeux vidéo, Twitch, pour ne pas la citer, ça crée des liens de sociabilité dans la vie réelle aussi. C'est-à-dire que ça permet de prolonger une forme soit de connaissance, de découverte ou de découvrabilité d'un certain nombre de contenus, d'événements, soit aussi, enfin, il y a un truc qui est assez important, je prends des exemples triviaux, mais les enfants dans la cour de récré se donnent rendez-vous le soir pour aller jouer à des jeux vidéo en ligne, d'accord? Donc la séparation entre le réel et le virtuel, entre la pratique numérique ou sur les réseaux sociaux et la pratique réelle, il y a des liens, des porosités. Ça ne veut pas dire qu'il y a des communautés totalement virtuelles avec lesquelles on parle et on ne connaît pas les gens, évidemment. Mais il y a aussi un lien, une espèce d'extension de la relation. C'est ça qui est, à mon avis, important euh, aujourd'hui. Évidemment, on peut pas penser l'existence et la préexistence de hiérarchies culturelles. Et alors, est-ce que les catégories supérieures ont le monopole du bon goût? Oui, maintenant, reste à savoir ce que c'est le bon goût. C'est-à-dire que pendant longtemps, effectivement, il y avait cette idée que et on le voit, par exemple, sur les discussions qu'il y a eu avec le pass culture ou avec l'usage du pass culture, entre d'un côté, on va dire, des ressortissants plutôt conservateurs qui disaient, mais c'est pas normal que le pass culture soit utilisé pour acheter des mangas. Et puis d'autres qui disaient que, bah oui, mais finalement, c'est aussi comme ça que ces objets culturels voilà, font outil d'appartenance. Alors, puisque c'était la pente, hein, la moyenne d'âge des publics et des concerts de musique classique dans les années 60, c'était 26 ans. D'accord? Hein, c'était évidemment les jeunes des catégories supérieures qui allaient voir la musique classique. Si on avait inventé le pass culture dans les années 60 et et pour acheter de la musique et qu'on avait vu que les jeunes achetaient massivement du rock ou, voilà, ou du punk, puisque vous parliez de punk tout à l'heure, très probablement que les institutions voilà, conservatrices auraient bondi en disant mais pourquoi, voilà, pourquoi et on fait cet outil-là. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que les hiérarchies culturelles, elles existeront toujours, puisque ce que disait Bourdieu, c'est que le jugement, quoi. Le jugement, c'est quelque chose que l'on fait tous tout le temps, en permanence, et a fortiori dès qu'il y a des contenus culturels, on dit j'aime, j'aime pas, etc., etc. Donc le combat ou la tension entre les groupes sociaux pour dire qui est légitime à dire ce qui est bon et ce qui est pas bon existe et existe toujours, mais très probablement qu'aujourd'hui, on est à un moment où, notamment avec la question des droits culturels et de la démocratie culturelle, on commence à bien que voilà, pour élargir le spectre des amateurs, hein, comme disait Brecht, bah, il faut aussi voilà, aller sur d'autres contenus culturels qui vont mobiliser les nouvelles générations. Merci Aurélien. On a deux questions complémentaires, mais on se permettra de les poser plutôt en fin de webinaire pour permettre à nos interlocuteurs de pouvoir intervenir. Je vais, comme on dit, sans transition, proposer à Mariette Sibertin-Blanc de pouvoir exprimer son point de vue et son travail sur les pratiques culturelles autour des petites villes. Je ne sais pas si, Oui, Mariette, tu peux oui. partager Bonjour à toutes ton et à écran. tous. Donc, Bonjour, Mariette. Je te je vais laisse la voir main. si ça fonctionne. Ah, Si, là, on a à l'écran. alors, Peut-être mettre dessus est-ce plein que je vois? écran. Alors, attends, est-ce que je vois? Poum, poum, Revenir en poum. arrière. Et alors, en fait, j'ai pas accès. Attends, j'espérais. Tac, tac. Donc là, est-ce que vous pouvez Et me là, dire on ce que vous voit le voyez? diaporama qui n'est pas affiché en plein écran, Ah, mais alors on attends. voit chacune des Hop. diapositives. Voilà, Et c'est là? parfait, Mariette. Ouais, C'est parfait. ok. On Ok, te laisse la super. main. Merci, Mariette. Merci.
Ben, surtout, avant de commencer, merci beaucoup à vous, aux, aux- aux organisateurs de ce webinaire, de m'avoir fait venir sur ce séminaire qui me donne finalement l'occasion de partager avec vous des travaux. Alors, des travaux très empiriques, donc ça va être une intervention qui va être très, très différente de la précédente, et des travaux qui sont, on va dire, en cours de finalisation dans les enquêtes réalisées et surtout dans l'analyse. Donc, je serai très intéressée pour, par les retours, par les questions, et si voilà, si les échanges peuvent continuer par la suite, pour nous, ça sera très riche. Donc, je fais cette intervention en sachant que Laura Lescure aurait pu la faire avec moi, dans la mesure où elle a participé en tant qu'ingénieure d'études. Elle a réussi, je crois, à être disponible voilà, sur ce temps de webinaire, mais c'est moi qui interviendrai. Donc, je vais vous présenter finalement un travail qu'on a réalisé dans le cadre d'un projet de recherche financé par le ministère de la Culture et qui visait à explorer les dynamiques culturelles territoriales. D'ailleurs, Aurélien fait partie aussi de l'aventure de ce programme sur un autre projet. Donc nous, le projet s'intitule de la manière suivante, donc les singularités culturelles locales, approche sensible en interaction dans les petites villes. Donc nous avons mené un travail dans 9 petites villes en Occitanie avec les 3 hypothèses suivantes. J'en parle parce que ça va tout territorial. C'est vrai que je n'ai pas pris le temps de me présenter, mais donc je suis professeure en aménagement et urbanisme. Donc mon point d'entrée dans la question culturelle et dans la question des jeunesses est celle des spatialités et des territorialités. Trois grandes hypothèses. La première, bon, assez classique, on va dire, c'est finalement de dire que chaque petite ville présente une vie culturelle singulière et est caractérisée par un certain nombre de, de points, notamment évidemment des domaines culturels privilégiés, des parties prenantes ou encore le rôle donné à la culture dans le développement territorial. Donc, nous avons construit une grille finalement d'analyse qui permet de décrire très finement ces singularités culturelles. La deuxième grande hypothèse, c'était, là on était vraiment très en lien aussi avec l'appel à projet du ministère, c'était de considérer que finalement la victime restant de revitalisation urbaine et en particulier des dispositifs tels que Action Cœur de Ville ou Petite Ville de demain. Donc, je ne vais pas m'étendre sur cette hypothèse qui est plutôt invalidée d'ailleurs, et je vais axer mon intervention sur la troisième, concernant donc les pratiques culturelles des jeunes que nous considérons comme finalement un reflet des modes d'habiter dans les petites villes et des circulations. Ce troisième point sur lequel je vais bien entendu insister ici, nous avons commencé à le travailler avec Laurence Barthes et Laura Lescure sur la petite ville de Foix, donc préfecture de l'Ariège, un peu plus de 9000 habitants. Et nous avions choisi de travailler sur les pratiques culturelles des jeunes de 15 à 25 ans. Alors, cette tranche d'âge, hein, elle s'explique par différents points, mais en fait, globalement, on a considéré, même si Aurélien nous a bien montré que finalement, les évolutions de prescription se faisaient bien avant 15 ans, positifs qui accompagnent potentiellement des jeunes qui mettent fin et des logiques, bon, mais les spécialistes des jeunesses sont autour de cette table agrandie, donc voilà, je n'irai pas plus loin sur l'explicitation de cette tranche que nous avons donc gardée pour travailler sur deux autres petites villes, donc la ville de Céré dans les Pyrénées-Orientales et la ville de Lavelanet. Donc je vais vraiment focaliser avec des questionnements qui étaient les suivants, hein. Finalement, quelle appropriation d'une offre locale
toujours dans cette idée encore dominante qu'il y a des logiques d'offres, donc plutôt descendantes, avec des équipements, des lieux, des prescriptions, effectivement aussi, qui sont plus ou moins et plutôt moins que plus destinées aux jeunesses. Également, donc, que se déploient les pratiques culturelles des jeunes. Quels sont ce que l'on va appeler donc les territoires culturels vécus? Je reviendrai sur cette notion qu'on a développée et qui sont finalement une façon de singulariser et de différencier les jeunesses. Et puis, quels sont les rapports à la petite ville, puisque c'est effectivement notre terrain de jeu et d'analyse. Donc, quels sont les rapports à la petite ville que construit. Donc, bon, je fais une introduction un petit peu longue parce que en fait, elle va vraiment expliquer enfin, elle conditionne bien entendu la suite. Nous avons donc déployé à la fois sur Foix et à la fois sur Céré et Lavelanet une méthode volontairement extrêmement qualitative, avec des observations et des échanges informels. Et là, celles et ceux qui ont travaillé, il est long d'établir de la confiance, d'établir des contacts. Et d'ailleurs, ça a été un travail de Laura Lescure très, très important et qui amène à des résultats assez différents entre les villes de Céré et de Lavelanet. Également des entretiens avec des acteurs locaux, un questionnaire sur lequel je reviendrai, des entretiens donc avec ces jeunes et pour quelques-uns des balades commentées qui nous permettent d'être avec les jeunes dans les lieux qu'ils fréquentent et donc donc on arrive à finalement deux grands types de résultats. D'abord, un résultat qui concerne la diversité des jeunesses, donc lu à travers les pratiques culturelles qu'on peut considérer comme un petit peu originales de notre approche, lu à travers des territorialisations, donc une inscription territoriale très diverse, et ce qui nous permet de revenir sur les différents registres de ce qui fait culture pour les jeunes et de revenir aussi sur des profils de jeunes qu'on arrive à identifier. Et le troisième point, j'espère que j'aurai le temps de l'aborder, c'est le contraste finalement des réalités locales qui est révélé en étudiant ces pratiques culturelles des jeunes territorialisés. Donc le premier point qui vient être révélé et finalement aussi confirmé par ces enquêtes, c'est que effectivement, générationnel. Donc Aurélien en a parlé. Bon, j'ai une illustration un peu moins graphique, mais on apporte à peu près les mêmes éléments, c'est-à-dire qu'il y a des pratiques qui se différencient selon les tranches d'âge, même si un des éléments récents qu'ont montré les études, c'est que ces pratiques, en fait, elles sont et donc elles se prolongent une fois que ces jeunes sortent de leur tranche d'âge. C'est ce que tu as pu dire sur les jeux vidéo, par exemple. Le deuxième point, c'est que finalement, les registres, on en a identifié 4, les registres de la culture que l'on identifie concernent peut-être moins les questions artistiques. Et c'est encore quand même le prisme privilégié des politiques publiques culturelles aujourd'hui que l'être au monde. Alors, ce que je vais appeler l'être au monde, c'est-à-dire l'être dans l'espace, l'être au temps, l'être aux autres. Et on verra pour ces jeunes que nous avons rencontrés. Et puis, voilà, on y arrive, donc des registres qui contribuent donc à proposer une définition très élargie de ce qu'est la culture, avec une rencontre adéquate sur toutes les réflexions autour des droits culturels, et donc finalement une approche là de la culture qui permet d'insister sur
la manière culturelle, par leur façon de vivre la culture et de la mettre en espace, et qui donc peut venir aussi interpeller les politiques culturelles telles qu'on les fait aujourd'hui, même si bon, les droits culturels tentent normalement d'être intégrés. Donc j'ai quelques éléments qui vont illustrer voilà, ces propos. Donc, le questionnaire, par exemple, culturel C, et donc les jeunes avaient la possibilité d'apporter toute une série de réponses. Alors, je le dis, on n'a pas énormément de réponses à ce questionnaire. On a aussi des réponses qui sont en nombre très différent selon que l'ampleur des contrastes, on va dire, nous permet quand même d'avoir des résultats qui ensuite ont été donc prolongés par des entretiens. Et donc où on voit ici, par exemple, deux premières distinctions assez fortes entre Lavelanet et Serré, où les jeunes, donc ici, plutôt sur une reproduction de la vision de leur vie culturelle et des lieux, de ce qui est lieu culturel pour eux, une vision assez classique, avec des expériences culturelles et des lieux de transmission de connaissances et de savoir. Alors que pour les jeunes de Serré, on a une plus grande diversité de ce qui relève de lieux culturels, et notamment avec un focus très important sur l'aspect festif, l'aspect aussi, on le verra, identitaire de la ville. Mais les deux sont en Piémont pyrénéen, l'une étant dans ce que les Cérétins vont appeler la Catalogne Nord, et c'est important, alors que Lavelanet est en fond de vallée en Ariège, un territoire qui, petite fin de parenthèse, mais qui peut avoir aussi son importance, on le verra. Autre point intéressant pour nous, et ça rejoint vraiment tous les travaux qu'Aurélien pense pour cette tranche d'âge de la chambre, du domicile, mais de la chambre en particulier. On est plutôt soulagé de voir finalement cette chambre arriver en premier lieu dans des questionnaires qui ont été passés il y a maintenant une petite année, parce que quand on avait fait le même questionnaire à la fois, c'était pendant le confinement. Et la chambre, évidemment, était apparue de manière très, très forte, même si on ne demandait pas aux jeunes on ne les interrogeait pas sur leur pratique culturelle. Il n'y a quand même pas eu un biais du fait que ces jeunes étaient enfermés dans leur chambre. Et on voit ici que même quand ils ont la possibilité de sortir, voilà, Aurélien aussi l'a rappelé, c'est effectivement le lieu qu'ils garderaient s'ils n'avaient en gardé qu'un. Donc, c'était la manière dont on posait la question. Si tu devais garder qu'un seul, le même type de lieu qui apparaissent dans les deux villes, donc ça, l'importance des équipements sportifs est révélée, et encore plus fortement à Lavelanet. Par contre, ensuite, on a des éléments qui sont assez distincts, avec une place de la nature et des services et des équipements publics beaucoup plus forte à Lavelanet, beaucoup plus affirmée, alors que, à nouveau, l'importance des espaces publics, des cafés et des lieux intergénérationnels s'impose à Serré, et encore ensuite confirmé par des entretiens. Donc finalement, ces cultures vécues, décrites, éprouvées par les jeunes, on peut les organiser selon quatre grands registres. Donc je n'aurai pas le temps de présenter ces registres travaux faits par la suite, mais ça montre à quel point finalement on est là dans une culture qui est fondamentale dans la vie à la minute, je dirais, ou à la seconde de chaque individu, et aussi qui vient interpeller à la fois les différents temps locaux et les différents territoires de ces petites villes. Donc je les énonce très rapidement.
Mélodie et Emmanuel, mais voilà, si vous avez accès au diaporama, vous pourrez même aller jusqu'à lire les petits verbatim choisis ici. Donc le premier registre, hein, c'est cette idée que finalement la culture est un support de sociabilité. Le deuxième registre, c'est cette idée, avant même l'aspect, on va dire, artistique, qui est finalement vient plutôt en troisième temps. La culture est considérée comme une façon d'apprendre, de s'ouvrir au monde, à l'altérité, donc vecteur de connaissance et de savoir. Puis vient donc cette importance et des arts ici pour éprouver des émotions, des expériences donc sensibles qui sont vécues à la fois de manière individuelle, mais aussi de manière collective. Et le dernier registre, qui est loin d'être anodin, mais qu'on retrouve acéré, qu'on retrouvait un petit peu à Foix aussi, et beaucoup moins à Lavelanet, qui concerne donc l'importance de ces expériences culturelles pour affirmer un attachement au local, à la petite ville ici. Et je passe donc au second point, puisque l'analyse de ces pratiques, nous les avons croisées avec une analyse donc de la localisation dans des territoires. Donc on a cherché à savoir où se déployer finalement ces pratiques culturelles. Est-ce que bon, beaucoup, donc vous l'avez compris, dans les espaces domestiques et en particulier la chambre, mais aussi dans la petite ville, dans le cœur de la petite ville, dans les périphéries de la petite ville, dans la vallée, dans la grande région, dans le transfrontalier aussi pour certains. Et donc, conforter ce qu'on avait appelé parfois un jeu des 7 familles, c'est-à-dire 7 familles qui correspondent à 7 profils type, hein, bien entendu, inspirés par des jeunes qui nous ont permis d'élaborer ces 7 profils types et qui sont donc, bon, je ne vais absolument pas avoir le temps de les présenter ici, mais je vous ai mis là alors, on les avait un petit peu présentés dans l'ouvrage avec Laurence Barthes et puis avec Laura Lescure, on a un accès libre dans Géographie et Culture. Et donc, ici, on décrit ces 7 familles. Et ce qui est intéressant, c'est que en allant explorer donc deux nouvelles petites villes, qui étaient pour l'un finalement aussi présents à Foix, mais qu'on n'avait pas identifié comme suffisamment important pour en faire quelque chose, alors que là, c'est le cas. Donc, je reviendrai un petit peu sur les deux nouveaux profils, mais ce que l'on souhaite vraiment mettre en avant ici, c'est que finalement, par leur analyse de contenu et de territorialisation, donc de territoire culturel vécu, elles mettent vraiment en avant, mais vous le savez tous, mais là, voilà, c'est une nouvelle façon de l'explorer, des jeunesses. On n'a absolument pas une jeunesse unique dans la petite ville. Et on le voit par exemple, alors je vous ai mis un petit peu en grand là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, par exemple, la comparaison entre notre profil bon vivant et notre profil omnivore, où à la fois dans les lieux fréquentés, donc ça c'est les petits icônes là en bas, on est sur une grande diversité pour les omnivores et une diversité beaucoup moins étendue pour les bons vivants. Et également, dans les territoires culturels vécus, les échelles sont extrêmement différentes, puisque pour les bons vivants, hein, c'est l'échelle domestique, un petit peu la petite ville, quelques sorties en nature qui sont souvent exprimées comme des temps culturels pour ces jeunes, et puis la sortie à fête,
alors même que les omnivores auront voilà, un déploiement d'échelle et les ressources à la fois, bon, je ne vais pas être là-dessus, mais à la fois sociales et évidemment économiques, même si vraiment les ressources économiques viennent en deuxième pour explorer ces différentes échelles. Pardon. Donc, je vous l'ai dit, donc des territoires culturels un rapport donc à la petite ville très différent avec, et ça c'est un travail aussi que l'on mène dans d'autres recherches, avec une place de la petite ville pour ces jeunes qui peut devenir très opportune pour, par exemple, être un tremplin pour aller vers l'ailleurs. Et en cela, on rejoint des travaux sur la place du territoire d'où l'on vient pour aller vers l'extérieur. À l'inverse, pour certains jeunes, c'est plutôt la petite ville piège dont on a du mal à sortir, dont on ne s'autorise pas à sortir, alors que d'autres vont le rationaliser et en faire un territoire cocon, un territoire confort. Donc on retrouve ces différents rapports dans nos différents profils de profils. Donc là, c'est un peu une exclusivité puisqu'on n'en a pas encore partagé le contenu. Donc un profil d'artiste, d'artisan d'art qu'on va retrouver à Céré, pas du tout à Lavelanet pour l'instant, mais à Céré, et qui finalement rappelle aussi que ces jeunes sont des actifs dans les petites villes et finalement contribuent à prolonger des, des, des communautés, des filières économiques. À partir des années 30, 40, on considère Céré comme une des villes où a émergé le cubisme, par exemple, voire capitale du cubisme. Et donc, ces jeunes, finalement, renouvellent à leur manière une certaine création et peuvent explorer voilà, ces expériences professionnelles et artistiques. Un deuxième profil qui nous semble extrêmement important, mais qui n'a pas du tout la même place à Lavelanet et à Céré, c'est le profil intermittent du territoire, donc des jeunes qui soit sont là par intermittence, mais par obligation. Et ça, c'est par exemple les internes d'un lycée professionnel à Lavelanet, et donc qui ont un rapport à la petite ville très distendu, mais qui sont là, alors qu'on a des intermittents très ancrés à Céré, au contraire, et qui peuvent aller avoir été faire leurs études, alors essentiellement à Perpignan et à Montpellier, mais qui, pour le moindre prétexte, reviendront dans leur petite ville, et en particulier, et c'est ça évidemment qui nous intéresse, les prétextes sont généralement culturels, puisque ce sont beaucoup des événements auxquels ils vont partir construire. Je passe au... Alors malheureusement, je n'ai pas du tout regardé à laquelle heure j'avais commencé, mais j'en suis à ma troisième partie. Donc ce que nous révèlent finalement ces premières explorations, c'est le rôle des espaces publics qui s'avère absolument déterminante pour la présence des jeunes dans la ville. Alors là, de manière plutôt sympathique, on a mis parce qu'on voit les jeunes à Céré. Si on avait mis voilà, toute une série de photos de Lavelanet, eh bien en fait, elles sont vides. Les jeunes ne sont pas présents dans l'espace public et très peu dans les équipements publics aussi. Et ça permet quand même de réfléchir sur l'intensité des circulations qui
passe dans les espaces publics, mais dans la vie publique en fait en général, dans ce qui fait commun aussi dans ces villes. Et donc là, comme j'ai parlé déjà d'un certain nombre de choses, je voudrais insister sur l'importance du tissu associatif qui est engagé à la fois peut-être pour les jeunes, mais pas seulement, pour un certain nombre d'événements ou autres. Et on voit bien à quel point aujourd'hui la grande fragilité, certes des politiques culturelles, mais de tout ce qui fait collectif dans ces petites villes va avoir un impact considérable pour la vie culturelle, mais pour la vie en général de ces jeunes, même si, en effet, leur chambre ne va pas être impactée par, voilà, tout le... Enfin, in fine, en fait, je fais l'hypothèse que ce sera aussi impacté, ce qui va se passer dans ces chambres. Et donc, on voudrait insister ici sur finalement des lieux relais. L'important, je ne peux pas m'empêcher de dire que la fin du pass culture dans sa version collective va avoir un effet tout à fait fondamental. On a là, pour CRE par exemple, une expérience sur la production par les jeunes d'un festival de court-métrage. Et donc, ce lien qui est fait, et c'est ce qu'on a voulu qualifier ces lieux relais passeurs, parce qu'on a vraiment ici des croisements entre les différentes dimensions de la vie locale, urbaine, économique, touristique et évidemment culturelle ou autre. Et ces lieux relais, ils sont aujourd'hui, ils nous paraissent fondamentaux, très peu reconnus, y compris par les politiques publiques. À Lavelanet, par contre, on a, voilà, c'est l'absence qu'on a identifiée, en sachant que pour les deux petites villes, on n'a absolument pas la tranche, enfin, donc annoncée jeunesse, mais qui ne captent pas, mais qui ne sont pas d'ailleurs forcément destinées à la tranche d'âge que l'on a étudiée. Alors, on parle beaucoup dans notre recherche d'hospitalité des lieux. Et en fait, ça me semble vraiment important de le marteler, parce que l'hospitalité des lieux et l'hospitalité, enfin, est révélatrice de pour nous, hein, de la place que l'on fait évidemment aux jeunes, mais finalement de la place que l'on fait aussi à l'interaction sociale. Nous avons étudié des contrastes qui sont tout à fait saisissants. Et c'est pour ça que l'on regrette un peu le rendez-vous manqué de l'Action Cœur de Ville ou de Petites Villes de demain, donc deux dispositifs qui visent à requalifier les espaces publics notamment, et qui n'ont, il me semble, ont fait l'impasse sur les usages, les pratiques et la faire de ces espaces publics. Donc, je finirai par, voilà, je vais finir par ça, je pense. Et puis, s'il y a des questions, peut-être que ça me permettra de revenir sur d'autres choses. On a vraiment montré en étudiant ces deux petites villes, c'est la diversité des échelles et la diversité des possibles qui sont offertes à ces jeunes en fonction alors des trajectoires urbaines, mais aussi en fonction de toute une combinaison de facteurs, en particulier des politiques culturelles, des politiques jeunesse, mais aussi une diversité d'initiatives qui peuvent embarquer de manière très différente les jeunes, et qui finalement fait que ces jeunes soit vont explorer à la petite ville, mais de manière très limitée. Et quand ils sortent, c'est vraiment cette idée que
c'est pour pallier l'absence, et c'est ce que représente plutôt le schéma, bon, évidemment très caricatural, on a cette diversité des possibles qui est une diversité plus ou moins saisie par les jeunes, mais qui fait que on a une vie culturelle beaucoup plus éclatée et impliquant aussi des solidarités entre pairs, mais des solidarités aussi intergénérationnelles. Ben, parfois vont vous amener à Gérone, de l'autre côté de la frontière, ou iront vous chercher en sortie de boîte sur la côte. En fait, c'est une possibilité qui vient enrichir le fait que les jeunes sont aussi bien là. Voilà. Et donc, voilà, c'est ma diapo de conclusion, mais pour dire on est vraiment sur cette articulation de développement urbain, hein, finalement, et des pratiques culturelles jeunesse qui sont vues de cette manière, complètement imbriquées dans une série d'enjeux qui est extrêmement complexe et systémique. Merci Mariette pour cette présentation très complémentaire aux travaux qui ont été présentés préalablement. Il y a une observation, je cède la parole à Mélodie. Oui, tout à fait. Il y a une observation d'un acteur, d'un participant, notamment sur la capacité à éveiller la curiosité, le plaisir de la découverte des jeunes. Et là, on est plutôt autour de la scène musicale, poids, et à montrer un peu la diversité quand on a les réseaux sociaux en mastodonte qui vont nous envoyer vers les grands festivals et au détriment des petites salles. Ce participant explique qu'ils invitent des jeunes, du coup, dans leur salle, avec des rencontres avec des artistes, pour essayer justement d'éveiller cette curiosité, d'amener une régularité dans la pratique des petites salles. Et que même si ça marche hyper bien, voilà, en gros, ça fait pas un effet prescripteur derrière. Ça fait donc voilà en termes d'observation. Et puis il y avait une question. Une question subsidiaire. Est-ce que ce que tu indiques sur le rapport des jeunes à la petite ville et réciproquement le rapport des petites villes au sens institutionnel vis-à-vis des jeunes, en fait, il n'y a pas une traduction de la difficulté d'inscrire les petites villes parce que il y a une politique de jeunesse qui finalement est parfois dissociée de la question de la pensée de la petite ville en tant que telle. Enfin, je ne sais pas si je suis très clair, mais en gros, comment on inscrit possiblement, ou vous avez vu s'inscrire possiblement la question des jeunes autrement que par l'offre de telle ou telle activité par telle ou telle structure municipale ou publique. Oui. Enfin, bon, s'ils avaient les clés de la politique urbaine parfaite en faveur des jeunes, je peux relayer. Je trouve certaines expériences qui sont extrêmement symboliques. Et alors, vous l'aurez compris, voilà, je suis géographe de formation et j'entre dans ces sujets par l'espace. Si je compare, par exemple, où se situe l'espace jeunesse et le skatepark dans la petite ville de Lavelanet, ou de Céré même, et dans la petite ville de Foix, je trouve que c'est extrêmement révélateur. Par exemple, la petite ville de Foix a fait le choix de positionner son espace jeunesse entre l'agglomération et la scène nationale. Et donc, en fait, en faisant ça, l'espace jeunesse devient le nouveau presque centre-ville de Foix. Fort qui, mine de rien, même si ces jeunes ils vont pas forcément déployer des pratiques quotidiennes dans cet espace, il est déterminant. De la même manière, quand le maire de la ville, la maire désormais, confie les clés de l'hôtel de ville pendant 3 jours
à des jeunes pour leur festival. C'est extrêmement symbolique, mais en fait, ça dit énormément de choses sur la place et la confiance accordée à ces jeunes pour être dans la ville. C'est pour ça que nous, on parle beaucoup d'hospitalité et d'accueil, mais aussi, donc, ne pas faire forcément pour, mais dire, vous faites partie d'eux. Voilà, mais ça, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup dans les politiques jeunesse, donc c'est pas très révolutionnaire hein, comme point de vue. C'est important. Et il me semble aussi qu'il ne faut pas non plus déconnecter, mais ça se construit avec eux et en lien avec les nouveaux outils, enfin, tout ce qui relève des réseaux et du numérique. Enfin, euh, dénigrer la place que certains équipements peuvent avoir dans la vie culturelle des jeunes. J'ai parlé de serrer, par exemple, le fait que depuis la maternelle, avec l'école, visiter les expositions du musée d'art moderne de Céré fait qu'il y a une fluidité de ces jeunes vis-à-vis de cet équipement et finalement une légitimité à pourquoi pas devenir artiste qui est extrêmement importante, mais qu'on mesure sur des pas de temps qu'on se laisse très... Qu'est-ce qui fait que quand on va amener des enfants à la maternelle à un musée, ben, à 20 ans, ils s'autoriseront à peut-être aller exposer dans l'espace Merci. associatif à côté. Et ça, on l'a beaucoup entendu, nous, pour le coup, enfin, su, mais qui malheureusement aussi sont souvent déconnectés du temps qu'on se donne de l'évaluation et, et qui est complètement contradictoire avec, par exemple, les logiques d'appel à projet où il faudrait voilà, identifier quels vont être les effets fondamentaux pardon, à Merci deux. Mariette, ça fait une excellente transition avec l'intervention de Pierre Tabardel de la SMAC, de la SMAC 07. Pierre, on va vous proposer de prendre la parole pour nous dire votre questionnement sur les pratiques culturelles, leur évolution, à l'aune de ce que vous observez ou vivez en Ardèche. Ah, bien volontiers. Donc, peut-être préciser si, merci de m'avoir proposé de prendre la parole. Et si j'ai accepté, c'est pas parce que nous sommes des grands spécialistes de la jeunesse, c'est justement parce qu'au contraire, ça nous pose plein de questions, cette thématique. Rappelez, moi je suis directeur de la SMAC 07 depuis avril 2024. Voilà, donc ça fait un peu moins d'un an et demi, donc il y a encore une part de constats de terrain qui sont faits. D'ailleurs, je vais commencer par ça, par peut-être expliquer rapidement ce qu'est la SMAC 07, parce que c'est pas toujours facile à comprendre. Même si je vois dans les participants que beaucoup de gens sont des acteurs culturels avec qui on travaille, partager des constats, vous dire aussi des expériences qu'on essaye de mener, et puis partager m'amène. Donc la SMAC 07, donc SMAC, c'est scène de musique actuelle. Alors c'est un label. Et c'est un label qui, en général, est attribué à des salles. La plupart des villes ou dans les départements, c'est une salle qui va avoir son activité. Il y a quatre piliers d'activité, hein. C'est la diffusion de concerts, c'est le soutien à la création, c'est l'accompagnement des pratiques, et ça va être l'éducation artistique et culturelle. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on agit. Et en général, c'est une salle qui est équipée de studios, équipée d'une salle de concert, qui a des bureaux. Ben, nous, à SMAC 07, ça marche pas comme ça. On est à l'échelle territoriale et la jeunesse il vient d'une histoire forte. C'est des projets qui ont été portés à la fin des années 90, début 2000, par des associations très implantées sur le territoire, portées par des militants. Caval Jazz, qui était à Alba et Viviers, dans le sud, et une île au large qui avait la salle de la Presqu'île à Annonay, et qui travaillait elle, plutôt sur la chanson. Et c'était toute cette génération dans les CA, dans les instances, dans les bénévoles. Et ça marque profondément l'identité de notre SMAC. Et donc, ces associations qui en plus à l'époque était allié avec l'Arsène qui était à Joyeuse, qui faisait aussi un festival, la Pleine Lune, qui était très terrain, ont sollicité ensemble le label de SMAC.
Et donc, ça donne quelque chose de très particulier. On est à la fois, l'art scène n'existe plus, mais on reste ancré dans ces lieux. Vivier le Teil, je vais dire vite, qu'on a des bureaux là-bas, et à Annonay, et une mission de rayonnement territorial. Ça nous décrit parce qu'en fait, on est à la fois ancré, puis à la fois, on est un peu partout. Et donc, du coup, s'adresser à la population, ça pose toujours pas mal de questions, en fait, comment on tisse un lien qui est permanent. Euh, en gros, ce que je dis souvent, c'est que nous, on a un label, mais il y a trois scènes. Voilà. Il y a la scène d'Annonay, la scène du Teil, le Teil Vivier, et puis il y a ce qu'on va appeler la scène de territoire, qui est la notion d'itinérance et le parcours de tout ce territoire. Les constats dans la salle de concert. Lorsqu'on a des jeunes dans la salle de concert, ils sont avec leurs parents. En gros, ils peuvent être des grands ados, hein, mais en général, ils sont avec leurs parents. Il n'y a pas de pratique spontanée de la jeunesse de jeunes de moins de 20 ans, on va dire, allez, moins de 25, sur moins de 30 sur le concert. Ensuite, pareil pour ce qui est de l'accompagnement. On a un dispositif d'accompagnement des artistes, court-circuit, et voilà, on est plutôt, quand c'est des jeunes, c'est plutôt la trentaine, et on est des fois plutôt des gens presque de ma génération, des quadragénaires, qui sont sur les pratiques de groupe et qui s'adressent à nous pour être accompagnés. Je tire à grands traits, hein, parce que en plus je suis là que depuis un an et demi, mais c'est un constat quand même qu'on peut beaucoup d'actions culturelles. En fait, on va pas réussir à les toucher par nous-mêmes, c'est parce qu'on va mener des actions en partenariat. On va travailler notamment avec le milieu scolaire. C'est là, par toutes les actions qu'on mène avec voilà, des fabriques SACEM, qui sont des principes de morceaux qu'on fait écrire par exemple, un groupe d'élèves, un artiste invité, et ensuite on va faire une vidéo. C'est le cas de, voilà, de tout ce qui est atelier de pratique, de MAO qu'on peut faire. On va le faire en effet par le biais des institutions scolaires, collège, lycée, et là on va s'adresser à des jeunes. Les écoles de musique aussi, on travaille de manière plus intense avec celle d'Annonay et celle de Ardèche-Coiron. Mais aussi, on mène des projets, et ça arrive lorsqu'on mène une belle action culturelle. Là, on a mené un très beau projet avec le groupe Beurre, si c'en est un, de répertoire aux élèves de l'école de musique du Teil. En effet, ben, d'Ardèche-Coiron, clairement, là, on a touché des jeunes, mais c'est par ce biais-là. Et ce sont ces jeunes-là qui sont déjà pris dans une pratique culturelle accompagnés par leurs parents la plupart du temps. Euh, et donc, c'est par l'école de musique. Et puis, c'est aussi par les acteurs de l'éducation populaire. Je prends l'exemple d'Annonay, où on va travailler beaucoup avec la MJC pour mener des ateliers rap, des choses comme ça. Et donc, à chaque fois qu'on touche la jeunesse, c'est toujours par ce biais-là. À ce jour, c'est très rare et jamais par la diffusion. Plutôt dans le cadre de l'action, de l'éducation artistique et culturelle. Donc, c'est ni dans les concerts, ni dans l'accompagnement, quelque part. Et ça pose pas mal de questions, puisque on mène plein d'actions. On a des workshops qui sont ouverts, mais on n'a pas les plus jeunes qui viennent. Des workshops, donc des ateliers qui expliquent comment voilà, quand on structure son activité d'artiste, de groupe, comment on peut faire. On ne touche pas plus que ça les jeunes, voire pas. Euh, voilà, ça c'est pour les constats. Ceci dit, toucher les jeunes, ça fait vraiment partie de nos objectifs. Ça fait partie des remises en question à l'Axe Max 07. Et on est parfois démunis. Et puis, on a quand même des actions qui se mènent. Donc, je vais en décrire quelques-unes. On a une action qui est installée dans le temps depuis pas mal de temps à Annonay qui s'appelle Mondomino et qu'on est en train de faire évoluer en Mondomino Mondo Ad sur les vacances de la Toussaint qui sont ouverts aux enfants, alors qu'on était plutôt avant sur les enfants à moins de 11 ans et depuis l'année dernière, on ouvre vraiment aux 11-18 avec en gros le matin pour les enfants, l'après-midi pour les ados, parce qu'on sait qu'ils se lèvent moins tôt. Et on propose des ateliers de beatmaking, de looping, des ateliers rap. Et là, pour le coup, on en monte tout seul cette année. Et on a une dizaine de participants, c'est notre jauge, hein, 10-12. Et on a un atelier rap qui, lui, par contre, est mené avec la MJC et qui touche spécifiquement le public qui est déjà inscrit à la MJC. Et à la fois, je trouve ça formidable, et à la fois, je me dis, mince, il faut aussi qu'on puisse aller toucher du public qui arrive par ailleurs par d'autres vecteurs. Autre faux. Et donc là, l'atelier rap, il est complet et il se remplit très facilement, même presque trop facilement. Il faut qu'on trouve une façon pour de développer ça. J'ai parlé de l'exemple de l'Arc de Buck, donc ce travail que nous avons mené avec l'école d'Ardèche-Coiron. Et puis, on est vraiment en réflexion quotidienne avec notre interlocuteur là-dessus.
Ce qui me paraît, en tout cas, ce qui est au cœur de la réflexion, c'est comment on construit un parcours. C'est-à-dire que mener une action avec, en plus, comme on a cette mission territoriale, on va travailler une fois avec la cahier, avec le collège qui va être Auteuil, ou on va travailler avec l'école de musique d'Evans sur une action, mais finalement, comment on fait parcours tout ça et comment on fait que un jeune qui participe à cette action, à un moment donné, il peut venir aussi se rendre compte qu'on propose d'autres choses. Et j'ai vu dans les commentaires tout à l'heure dans la question que posait Armand, voilà, c'est comment, au-delà de l'intérêt qu'on peut susciter à un moment, comment on peut créer des habitudes et faire en sorte que qu'on a oui, un parcours et une relation. Il y a des tentatives et des réflexions, donc ça, je vous ai partagé celle-ci. On fait des tentatives, par exemple, sur la programmation cette année à la Presqu'île. On est allé volontairement sur la programmation de rap, sur un jeune rappeur un peu décalé qui s'appelle Pierre-Hugues José. Et le rap, je trouve que c'est parfaitement illustratif du virage manqué par les SMAC par rapport à la jeunesse. Le rap est arrivé dans les années 90, il a pris énormément de place dans la culture d'une génération, et les SMAC ont toujours eu beaucoup de distance par rapport à cette esthétique, la juge peut-être par les publics qu'elle bougeait, peut-être par aussi les modes d'expression qu'elle mettait en place. Et du coup, maintenant, on court après le train, c'est-à-dire qu'on est en 2025, et on commence à dire qu'on pourrait programmer du rap, et la SMAC 07, là-dessus, c'est pas une exception. On est plein comme ça en France, et c'est une vraie problématique, pardon, et ça montre qu'il faut vraiment se poser la question de quels sont ces nouveaux courants artistiques euh, et puis comment on fait attention de les prendre au bon moment. Parce que le rap, clairement, là je vous parle de mon point de vue, on le prend aujourd'hui à un moment donné où ça touche des publics qui peuvent être les enfants des acteurs culturels. Alors que dans les années 90, le rap peut-être touchait un public un peu différent, moins compris, moins touché par les acteurs culturels. Et il s'agit du coup de comment on ouvre nos actions et nos lieux au mouvement. Et à ces moments-là, au bon moment, on a la même chose avec la musique électronique qui finalement a peut-être commencé à émerger davantage en dehors des institutions pour être essayé. Et maintenant, on court un peu après de la rap et on voit que c'est des billetteries qui commencent à bien marcher. Et nous, on aura l'enjeu derrière de comment on parle aux jeunes qui seront là et en espérant qu'on pourra créer une relation dans la durée. On a monté aussi une soirée électro l'année dernière sous l'initiative de En Scène à Annonay qui a monté à partir d'un spectacle, on a monté toute une programmation et on est allé programmer un jeune artiste originaire d'Annonay, Farfacide, qui fait une électro très festive et on a fait le plein aussi. Et parce que c'est le côté festif aussi, j'ai l'impression qu'ils sont au centre en tout cas, ils ont beaucoup d'importance pour toucher les jeunes. Et donc, nous, on doit se poser des questions sur ces questions-là. On doit se poser des questions aussi sur. On fait tous le constat dans notre équipe qu'il y a un énorme retour des fêtes votives ou des vogues, selon si on est à Annonay ou si on est dans le sud. On n'appelle pas les fêtes de la même manière. Ça parle aussi pas mal de notre territoire, je trouve. Euh, et du coup, on se dit, ouais, les jeunes aujourd'hui, clairement, oui, on a senti qu'il y avait des intérêts. Nous, on peut faire avec ça. En tout cas, ça parle de ces pratiques festives des jeunes qui aiment s'y retrouver. Et on a sûrement un truc à faire. On a fait des réunions, des brainstorming. À ce jour, on n'a pas trouvé parce qu'à chaque fois qu'on avait une idée, on se dit, mais attention, euh, en gros, pour caricature, on s'est dit, tiens, et si on leur proposait de la bonne musique? Alors on s'est dit, mais ça va pas. On peut pas arriver avec cette attitude-là. Par contre, du coup, voilà, comment on réfléchit à ça? On y réfléchit, mais pour le moment, on n'a pas encore la solution. Il y a l'Acton Mike, ça on ne faisait pas ça à la SMAC 07, il y a beaucoup d'institutions qui le font. Il faut qu'on aille là-dessus sur la participation. On sent qu'il y a un besoin de participation. Il a été énoncé à la fois dans ce qu'ont dit Aurélien et Mariette, on l'a entendu, et c'est clair que il y a cette question de la participation, donc ouvrir les plateaux pour les open mic, euh, organiser les événements avec les jeunes eux-mêmes, on se pose des questions là-dessus. Je disais travailler avec les organisateurs des vogues ou des fêtes votives, peut-être avec eux sur comment on peut faire, travailler avec les collectifs, parce qu'il y a des collectifs de jeunes qui existent à donner, notamment il y a Tandy, qui sont des jeunes de moins en moins jeunes, donc il faut peut-être qu'on se dépêche. Ils font de l'électro, qui font plein de choses. Par contre, eux, ils ont décidé de le faire ailleurs. Et moi, quand je suis arrivé il y a un an, je me disais, mais pourquoi, en fait, ils sont pas venus nous voir? C'est bizarre, ça. Pourquoi ils sont pas venus nous voir quand ils avaient envie de faire de la musique électro?
ils sont allés monter un projet à côté. Donc, on a trouvé une solution, on a embauché l'un des leurs. Euh, il y a les outils aussi. On a parlé du numérique aujourd'hui. Alors, nous, on n'a pas de studio de répétition à la SMAC, c'est un vrai manque. Par contre, les écoles de musique qui se créent et Auteuil dans le futur. Et on a une réflexion, et là, c'est un truc qui a bien marché dans la relation, de se dire que peut-être qu'il faut que vous les équipiez de fond vert. On en a parlé hier en réunion ce matin avec l'école de musique, parce que justement, la place de l'image, la place des réseaux sociaux est vraiment importante. Donc, peut-être qu'il faut sortir de nous-mêmes des représentations qu'on a d'un groupe qui est basse, batterie, guitare et aller vers des équipements qui sont Fabien Lelarge, le directeur d'Annonay, du coup, a choisi d'équiper un studio simplement d'une sonorisation, de mettre plugger son ordinateur et d'un fond vert pour pouvoir faire de l'image. Donc ça, c'est des choses qu'il faut aussi qu'on arrive à se mettre en tête et à réfléchir là-dessus. C'est essentiel. On doit aller là-dessus. On doit se demander aussi comment faire jouer les jeunes. Aujourd'hui, on ne sait plus faire ça. Moi, j'ai l'expérience d'Aubenas, où j'ai travaillé il y a 20 ans, où on était sur monter des tremplins rock. Et les jeunes, ils venaient, on les faisait jouer. Maintenant, moi, je ne sais pas où sont les groupes des jeunes, des groupes de jeunes, je ne sais pas comment les attraper. Les nouvelles pratiques qu'ils ont sur les réseaux sociaux ou à travers juste leur ordinateur, tout seul, en autodidacte. Comment on doit vraiment se poser la question, comment on les fait jouer, comment on fait scène, comment on les met en lien aussi les uns les autres et comment on fait monter à la fois monter le niveau, mais déjà on crée une dynamique. Donc il y a sûrement des choses à réfléchir de ce côté-là. Euh, et puis dans les réflexions, on fait des concerts dans les fermes. Et moi je fais le constat qu'aujourd'hui, les agriculteurs qui répondent à l'appel, et même nous, on se tourne vers des agriculteurs qui déjà ont un certain âge et qui ont déjà des pratiques culturelles. Et on a discuté avec des associations et des structures notamment pour aller vers aussi ce monde-là. En fait, je me suis posé la question de dire, oui, on se dit que les jeunes s'en vont. Par exemple, on avait cette question-là dans l'échange qu'on avait au département hier avec les écoles de musique. À 18 ans, les jeunes partent faire des études. Et donc, des 18-25 ans, il n'y en a pas. Mais je me dis, mais en fait, tout le monde ne fait pas le moins de jeunes diplômés dans la moyenne. Et donc, on a sûrement une façon de penser autrement et d'essayer de réfléchir à la cible des jeunes, à qui on s'adresse et comment on s'y adresse. Se dire qu'en effet, il y a les jeunes étudiants qui partent, donc on doit les accompagner à s'émanciper, à prendre leur envol, leur référentiel, d'avoir des pratiques. On doit les accompagner, et puis quand ils s'en vont, on doit aussi leur donner envie de revenir, on doit garder des liens avec eux. Et d'ailleurs, dans le court-circuit, nous, on accepte les groupes de jeunes qui n'habitent plus là, mais qui sont originaires du département pour garder du lien. Ceci dit, qui ont d'autres référentiels, et je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose la question et qu'on s'intéresse à eux, à ces pratiques-là. Voilà, tout le monde n'est pas étudiant et il faut qu'on fasse attention, nous, acteurs culturels, à ne pas se poser la question que de la pratique de nos propres enfants ou des jeunes qu'on connaît. Donc moi, ça me mène à me dire qu'il faut qu'on travaille toujours avec les acteurs que j'ai identifiés tout à l'heure, mais il y en a un depuis que je suis là, je ne le vois pas, c'est les missions locales, et notamment les acteurs sociaux. Et il y a peut-être d'autres choses à faire de ce côté-là. Les lycées, on en a parlé, puis peut-être aussi aller vers d'autres filières, les filières professionnelles davantage. Voilà, travailler avec les comités des fêtes. Et puis, j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui vient d'un collectif plutôt de musique électro sur Annonay, dans le sud, on a embauché une jeune fille et, qui sort à peine des études. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement ils sont jeunes, donc ils ont l'école, ils ont des choses à penser, mais en plus, ils sont plus formés que nous, en fait. Parce que nous, en fait, ma génération, on est des professionnels souvent qui avons été autodidactes, qui avons repris le métier dans nos parcours. Et finalement, ces jeunes-là, ils sortent diplômés, et ils ont plein de choses à nous apprendre sur la façon de travailler. C'est des nouvelles compétences aussi. Et puis, je me suis noté de dire, voilà, il faut. Moi, je crois beaucoup quand même, on ne doit pas lâcher là-dessus. C'est qu'en effet, il y a les espaces numériques, ils existent, c'est des endroits d'expression, c'est des endroits formidables, ici, il passe plein de choses, mais on ne doit pas rentrer en concurrence avec eux, mais en complémentarité, et se dire que le lieu de concert et la salle de concert, moi, je suis convaincu que ça reste pertinent et que c'est un lieu de socialisation, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu où on se met à apprendre des choses. Je veux pas faire que revenir sur mon propre passé. Si je fais ce métier, c'est parce que je suis allé voir des concerts. Mais
Je crois que c'est vraiment un espace de socialisation et de culturation qui est hyper important et il ne faut pas qu'on lâche. Voilà, il faut qu'on trouve comment ramener les jeunes, programmation dans l'espace qu'on leur donne, dans le lien qu'on crée, dans le lieu de rencontre. On a vraiment des gros enjeux et on a sûrement un enjeu à faire que le numérique et ces lieux existent en parallèle les uns avec les autres. Ceci dit, c'est du temps tout ça. Faire ce lien, moi j'ai l'exemple de Bena, donc en 2000, vraiment travaillé plein de jeunes, on a rempli la salle, on avait une action qui existe toujours, tu me diras Armand, qui s'appelle Bouche de l'Art, où tous les mercredis après-midi, concert gratuit pour les jeunes, et ils venaient, des fois on était deux, des fois on était 10, mais par contre moi j'étais là, j'avais 25 ans, j'étais à temps plein, j'étais tout le temps là pour avoir le sourire, pour leur parler, et du coup c'est énormément de temps en fait qui doit être dédié à ça, et aujourd'hui nous la SMAC 07 est à 8 personnes pour gérer une action sur 2 sites et un territoire. C'est la vraie difficulté. Donc, on a intérêt à travailler en réseau, on a intérêt à vraiment créer du lien et à travailler les uns avec les autres. On l'a fait, on l'a démontré avec plein d'entre vous d'ailleurs, hein, qu'on va le faire et on doit continuer à le faire. Voilà, j'espère que. Et je suis à fond pour échanger avec tout le Merci. monde sur ces questions-là. Merci Pierre pour cette grande sincérité et puis ces questionnements. Effectivement, la convocation de la complémentarité entre numérique et espace physique et ancré. Il nous reste 5 minutes. Question, je te cède la parole avec, s'il vous plaît, des réponses qui devront être très compactes, quitte à se donner rendez-vous pour un autre échange ultérieurement. Je vais repartir sur une. Alors, je vais vous donner toutes les questions, puis je vous laisserai répondre collectivement. Je vais repartir sur une question d'un participant qui était, après l'intervention sur l'opposition à la culture institutionnelle bourgeoise et la culture choisie populaire. Et ça questionnait notamment le fait d'opposer la culture de consommation et la relation à la complexité et donner l'accès à en se questionnant sur le fait de donner l'accès à la complexité, est-ce que ça ne favoriserait pas le populisme et à terme le fascisme? Mais sur des questions d'actualité. Euh, je continuerai après sur une question d'une autre participante là, qui est punée sur le fait du nouvel attrait des jeunes pour les fêtes votives et est-ce qu'il y avait des éléments complémentaires là-dessus? Et il y a un témoignage qui est complémentaire d'un participant qui vit sur le plateau des Choix, donc avec territoire à très faible densité, qui a grandi là-bas, qui a abordé la culture par le théâtre à l'école ou par des associations et qui actuellement souhaite développer la culture à travers notamment des événements musicaux et qui, même en ayant grandi là-bas, dit que ces conflits correspondent aux fêtes votives et aux fêtes de village aussi dans le reste du territoire. Je fais attention à n'oublier aucune question. Il y a une question également sur l'interculturalité et le croisement des publics pour favoriser l'interculturalité en réaction, je pense, aux scènes sur le rap. Et voilà, pourquoi on ne chercherait pas à vieillir certains publics dans les pratiques de jeunes pour favoriser les croisements et l'interculturalité. Euh, et voilà, après je vous laisserai chacun lire le chat et les remarques et observations. Et je vous laisse répondre. Voilà, et on se donne 5 minutes. 5 minutes. Allez, Merci. Donc, ça fait 2 minutes chacun, si vous en êtes d'accord, dans l'ordre qui vous est scié. peut-être Pierre. Peut-être Oui. Pierre. Rapidement, sur la question, en tout cas sur le sujet des Oui. fêtes votives, je ne suis pas un spécialiste. C'est des constats qui sont assez empiriques, mais qui sont, à mon avis, vrais. Après, comment on peut pas se retrouver pour être juste dans ce qu'on va apporter. Après, ce qui est évident, c'est que là, il y a un endroit où on peut passer des messages, où on peut rencontrer des gens. Donc, il faut le faire. Et j'ai noté tout à l'heure l'idée de vieillir des publics pour faire qu'ils se croisent, etc. J'aime bien cette idée-là et je crois que, en tout cas, faire le lien entre les générations, c'est hyper important. Ceci dit, je crois que par contre, pareil, je n'ai pas de grande vérité à dire, mais les jeunes, ils aiment aussi se retrouver, ils aiment aussi faire société entre eux, ils se prescrivent des choses. Donc, en effet, il faut que ça partage, mais il faut qu'on laisse aussi des temps sans les adultes. Voilà.
Merci. On a des questions qui arrivent à nouveau sur la question de l'accès, et notamment liées à la question de la difficulté de mobilité des jeunes en ruralité. On l'a abordé dans d'autres webinaires. On n'esquive pas la question, mais en tout cas, c'est problématique. Pour peut-être la question qui était plutôt sur les postures et les positionnements avec ce que ça peut entraîner aujourd'hui en termes y compris de positionnement politique. Ouais, alors les liens entre les pratiques culturelles et les pratiques politiques de la jeunesse, c'est ça. Enfin, voilà, il y avait quelques années, j'avais travaillé dans le cadre enfin, j'ai fait une enquête dans les lycées agricoles. Alors, il y a plusieurs choses qui sont parfois paradoxales, c'est-à-dire que, euh, on va dire, la participation à la vie publique, les associations, par exemple, voilà, enfin, comment objectiver ce que c'est que l'engagement politique de la jeunesse? Ça peut être effectivement donner du temps dans des associations, avoir des activités, voilà, parfois de transmission, d'accompagnement, de soutien aux devoirs, etc., qui peuvent être faits par les jeunes eux-mêmes ne sont pas toujours des pratiques qui sont corrélées ou connectées avec les pratiques culturelles telles qu'on les entend dans la... Je veux dire, le lien, il existe, il peut exister, mais il n'est pas forcément systématique ou concomitant. J'illustrerai ça voilà, pour avoir travaillé sur la question des bénévoles ou du bénévolat dans les structures culturelles et dans les festivals. Le bénévolat, l'engagement bénévole dans une structure associative et culturelle dépasse parfois même l'objet de la structure même. C'est-à-dire qu'on peut être bénévole dans un festival sans forcément avoir un intérêt de prime abord avec ce que propose le festival, mais par solidarité interassociative, par solidarité territoriale. Donc il y a une constellation de motivations qui viennent aussi dire ce qu'est un engagement qui peut être multifacette. La question de la complexité, j'ai cru comprendre, je prends trois. La question de la complexité, je pense aussi la question de la navigation entre le fait que les jeunes naviguent entre des espaces de légitimité différents, qui sont peu celles des institutions d'une part, parce qu'ils sont scolarisés pour beaucoup, donc forcément ils ont la légitimité ou la lecture, les hiérarchies institutionnelles d'une part, celles de leurs amis, celles de leurs parents, qui sont autant d'espaces de socialisation différentes, avec des hiérarchies et voilà, qui peuvent s'entrechoquer ou avec des formes de légitimité qui sont différentes. Je crois que les ados, une partie, hein, voilà, c'est difficile de généraliser, mais ont l'habitude de ces différentes échelles à affirmer leur goût ou pour s'associer à des groupes. Je pense qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu démocratique qui reste quand même celui de la reconnaissance, de la diversité et des formes de pratique, qui est une question un peu qui traverse ça, des politiques culturelles. Tout à l'heure, il a été fait question, tu as dit, Pierre, on a raté le tournant du rap dans les SMAC. C'est vachement intéressant de voir quelle est l'analyse, la trajectoire des cultures hip-hop, par exemple, dans les institutions culturelles. Et on voit très bien ce qui relève de la musique, où on voit qu'il y a une hiérarchisation qui est faite par les institutions et qui montre qu'on va faire rentrer la danse et qu'on va pas faire rentrer le rap. Et une partie du rap s'est constituée ou s'est construit vis-à-vis de ces défiances à l'égard de l'université. Donc, la question de la démocratie, enfin, pour reprendre d'autres sujets, mais c'est bien la reconnaissance des formes, des minorités qui parfois deviennent aussi des majorités, hein, un peu, voilà, des formes artistiques. Après, ce n'est pas la même chose que qu'est-ce qu'on fait de l'argent public, comment on utilise l'argent public, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est utile de nous donner des sous pour qu'on achète des objets de l'industrie culturelle qui n'ont pas besoin d'être subventionnés par l'argent public, ou est-ce qu'il faut justement investir sur des formes artistiques et culturelles qui sont peut-être moins dans le périmètre de la jeunesse et qui permettraient justement au moins d'ouvrir et de diversifier les pratiques. J'ai pas de réponse à cette question, mais je pense que voilà, c'est par là qu'il faut attraper. Voilà. Après, aucune idée sur les fêtes votives, si ce n'est une petite remarque qui vient de mes travaux précédents sur les danses du monde et les danses traditionnelles. Il faut pas oublier que dans les fêtes, on danse. Et que danser dans l'espace public, faire la fête dans l'espace public, c'est un vrai enjeu. La fête où on danse, il n'y en a plus des masses. Pourtant, les pratiques de danse, les pratiques chorégraphiques sont des pratiques hyper socialisatrices que les jeunes investissent beaucoup. Il y a une dizaine d'années, j'avais travaillé sur les danses du monde et les danses trad. Et quand j'ai fait du terrain, je suis allé voir ce qui se passait dans les fêtes, dans les bals trad. Et il n'y a que des jeunes qui réinvestissent ces pratiques-là, ces pratiques artistiques, hein, de musique, de danse, qui se font dans l'espace public. Et parce que justement, elles se font dans l'espace public.
public. Ça rejoint un peu la typologie de Mariette tout à l'heure, mais aussi comme espace de lien, parce que c'est voilà, les deux sont concomitants d'une certaine manière. On réinvestit des pratiques d'avant sans forcément vouloir s'inscrire dans un récit local ou territorial, hein, mais parce que ça peut avoir du sens, c'est parce que c'est là, c'est disponible sur le territoire, et parce que ça fait du lien. Voilà, je m'arrête. Merci Aurélien. Mariette, une ultime observation ou Donc, bon, il y a remarque? beaucoup de choses qui ont été dites et puis voilà, je sais pas, je sais que tu voulais arrêter vraiment à l'heure. Non, moi je pense que ce qui est vraiment très intéressant dans ce qu'a révélé Pierre, c'est finalement aussi évidemment artistique et culturel, en sachant que, et ça c'est Aurélien qui l'a dit, en fait, il faut aussi accepter que ces jeunes, à cette tranche d'âge, ce qu'ils souhaitent, c'est ne pas être en institution. Et donc ça, voilà, précisément, fuir les institutions. Donc comment des institutions, néanmoins, peuvent les accompagner. Et également, voilà, cet attrait, et Aurélien vient de le redire, sur la fête, la danse populaire, etc. Et donc le côté vraiment avant tout important de sociabilité et de s'éprouver avec les autres. C'est un temps culturel et je pense que de ce que je peux voilà, constater, ça n'est pas parce qu'à un moment on tournera le dos à des expressions artistiques, on va dire, plus légitimes ou à voilà, une envie d'être avec d'autres générations. Donc c'est un vrai défi, mais il me semble que et là, voilà, on le voit aussi, et ce dont vous avez témoigné l'évoque, quand on écoute en fait ce qui venir heurter la façon dont on produirait du projet ou dont on produirait voilà, une proposition culturelle. Mais finalement, est-ce que l'enjeu, c'est pas juste de leur donner une place voilà, et surtout, enfin moi je sais pas, mais surtout ne pas se dire que les jeunes vont être plus populistes et c'est aussi leur donner la possibilité d'être dans ce temps-là de leur vie et d'enrichir ce temps-là de leur vie, de contribuer à enrichir ce temps-là de leur vie. C'est déjà énorme et c'est aussi ce que vous faites. Mais bon, il n'y a pas de Merci, recette. merci Mariette, merci Aurélien, merci Pierre pour vos contributions à ce webinaire fort riche. Il me reste également à remercier le réseau Ardèche Jeunesse, sans qui cette aventure ne serait dit, mais je le redis, pour ses contributions financières et l'organisation de ce temps partagé et d'échange. Il me reste enfin à vous dire que nous avons collecté les adresses vos adresses pour revenir vers vous dans un temps ultérieur pour vous mettre à connaissance à la fois la vidéo et les supports. Bonne fin de journée et à de prochains échanges lors de prochains webinaires. Au Merci revoir. beaucoup. Merci à Au vous. revoir. Au Merci. revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Merci.